Il y a plusieurs décennies déjà, les hommes ne se promenaient dans ces montagnes escarpées qu'accompagnés d'ânes, de mulets ou de mules. De parfaits auxiliaires de vie pour les villageois de ces contrées reculées. Ces animaux étaient alors essentiels à la survie des humains, les aidant au quotidien à franchir ce relief difficile avec toutes sortes de denrées précieuses. Oui, ces animaux de compagnie étaient ô combien précieux pour ces gens, souvent leur seul véritable trésor. Pour les villageois fortunés, ce sont les chevaux qui constituaient un évident signe extérieur de richesse. Mais la plupart des villageois, notamment ceux des zones très montagneuses, préféraient les équidés plus robustes, comme les mulets et les ânes, des animaux rustiques, très résistants et possédant un pied particulièrement sûr. Ils les considéraient alors comme des membres de la famille, à part entière, partageant avec eux la majorité de leur temps. Car en ces temps-là, la traversée des montagnes pour relier différents villages était longue et périlleuse. Et pour certains, les choses pouvaient même s'avérer compliquées. Ja, der Strophe, aber une arrive au début. Tu t'en sors avec ce bar? Oui, t'inquiète, hein. Castagne, c'est bon. Ça fait plus d'une demi-heure que tu es dessus quand même. Eh, mais ça va le faire, attends. Il y a du Messoagint, ça je m'en souviens. Enfin, le manuel n'était pas écrit en islandais tout de même. Ouais, mais bon, Castagne, il est à moitié islandais, mais Limbastu, le bas, lui, il est d'Oritz. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est Limbrag. Ah. Vous rêvez la tête. Voilà. Voilà, ça maintient. Ouais, ça vient là, ça maintient bien l'imbage, comme ça la charge elle peut bien se positionner. Attends, ensuite, ça s'appelle. Ça, c'est la souque. Ouais, c'est le bajagou, voilà. Parce que si tu mets pas ça dans les descentes, à mon avis, il y a tout qui part devant. Bajagou, je me souviens, Josie me l'a bien dit. Bajagou, Attends, n'oublie pas en on descente. a le droit. Voilà, je pense que ça peut le faire, fais voir. Voilà. Mais ça m'a l'air bien, non? Ouais, je pense, hein. Le bas, qui vient du latin bastum, Ouais. qui veut dire porter. Eh oui. Tu vois, je pensais que tu allais me dire que pour bien positionner un bas, il fallait d'abord bien répartir la charge. Eh oui, c'est ça. Mais avant toute chose, les muletiers, eux, avant de partir en montagne, ils cherchaient des bas qui étaient robustes, légers et fonctionnels. Hein. Mais en Corse, je crois qu'on avait tous le même bas à peu près, non? Et ça dépend. Hein. Il y a des bas qui sont différents en fonction des régions. Hein. Tu vois, là, on a un bas de Castagnic au Gastagne. C'est Tu vois, patiente. Castagnic avec les arcs, les arcognes, tu vois, qui sont plats. En fait, en Castagnic, ils faisaient beaucoup de la production de bois. Donc, ils mettaient ici tous les bois, même les piquets en châtaignier. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des arcognes assez plats. Par contre, les Limbages Asquez, il y a Asque, eux, ils ont des arcs un peu comme ça, tu vois. C'est incurvé en pointe Pointu. comme ça. Ouais, pour porter des caisses, pour mettre du fromage, par exemple. Ouais. Et là, ben, on a un beau bas. Celui-ci, il est fait de tiarajou. Ah, du cerisier. Eh oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont faits avec du bois de hêtre. Tu peux utiliser l'arc, tu peux utiliser l'orme ou le charme. Il faut des bois légers de toute façon. Eh oui. Bon, après, il y a tout un travail. Avant toute chose, il y a les mensurations. Hein, parce qu'il faut prendre les mensurations de la mule. Hein. Déjà, tu prends les mensurations des épaules. Ensuite, tu prends aussi la croupe. Hein, parce que le bas, il n'a pas la même épaisseur. L'épaule sera plus mince que la croupe. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a la recherche de l'arbre. Ah, bah oui, c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, les muletiers ou les fabricants, eux, ils prennent des gabarits et ils vont chercher des arbres incurvés. Et à partir de là, ils vont dire celui-ci est bon, celui-ci n'est pas bon. Donc ils vont tailler l'arbre et après, ils vont faire la découpe. Ils vont faire la découpe. Une fois que la découpe est faite, ils vont mettre à sécher le bois, bien entendu. Et quelques mois, hein, il faut que la sève s'en aille du bois. Parce que sinon, si tu as de la sève dans le bois, une fois que tu as fait le bas, ça peut fissurer. Alors, soit on le met à l'ombre à sécher, ou alors on les trempe directement dans l'eau. Hein, comme ça, d'ailleurs, on utilise beaucoup de bois d'eau, hein, qu'on appelle comme l'altsu. Et ensuite, une fois que le bois est sec, eh bien, on va le travailler. Alors après, il y a tout un travail. On fait le trou, là, tu vois, il y a un trou avec une scie à chantourner. Et une fois que le trou est fait, on a deux arcs, l'arc mâle qui va être emboîté avec le tenon de l'arc mâle dans la mortaise femelle. Et là, tu l'emboîtes. Donc déjà, ça tient dans un premier temps.
Et ensuite, pour renforcer l'imbâche, on va faire par le ferronnier une sorte d'arc en fer métallique qui va renforcer en fait l'imbâche. D'accord. Et là, on va soit mettre des clous forgés, soit mettre des vis. Et après, le bas est fait. Toute une technique. Eh oui, Mais tu as l'air de bien t'y connaître, hein? quand même. En tous les cas, c'est très impressionnant. Ouais. Et bien entendu, avant de le déposer sur le dos de l'animal, il fallait confectionner des sacs avec de la paille, bien sûr pour empêcher que l'imbâche se frotte sur l'animal pour pas qu'il se blesse. J'ai l'impression qu'on est prêt, non? Ouais. J'ai mon carnet, j'ai mes crayons de couleur. On est fin prêt pour l'aventure. Ah, Gaston, c'est pronto. Après aussi, ça dépend du poids. Hein. Gouja. Je vais te stourtiner sur la mule avec le stourtinello. Selon, mais... Allez, Castagne, on y va? On est prêt? Allez, Castagne, c'est pronto. Hein? Andiamo. Hein? Allez. Le métier de muletier était un vrai métier autrefois, pénible et dangereux. Car ce n'étaient pas tous les villageois qui arpentaient les chemins de la montagne corse. Non, une petite partie seulement, spécialisée dans le transport des marchandises. Certes, les villageois possédaient souvent un âne ou une mule pour les travaux courants, mais ceux-là ne s'aventuraient guère sur les chemins des crêtes en direction des autres contrées de l'île. Seuls les muletiers traversaient les monts, s'occupant d'approvisionner les villages isolés et de véhiculer leur production jusque dans les villes côtières. Ils formaient parfois de longues caravanes, chargées d'huile, de farine ou de grains, reliant les plaines aux montagnes de l'intérieur. Mais le plus souvent, les convois étaient très réduits, à l'image d'une économie insulaire, vivrière et pauvre. C'étaient alors des marginaux qui, à la manière des bergers, vivaient de grands espaces et de liberté. Dis-moi, Polo, je me posais la question. Est-ce qu'il existe une race de mulets corse? Et en fait, pas vraiment, parce que la race corse, elle a un petit peu disparu. Puisqu'autrefois, hein, il y avait beaucoup de mules en Corse et de mulets, à l'instar de l'âne. Hein. Il y en avait partout, dans les montagnes, dans nos villages, parce qu'on s'en servait grandement pour transporter les marchandises issues de la montagne. Et allez, tio, allez. Ah, oh Gastagno, t'es tardo, mi. Laisse le manger. Et en fait, si tu veux, il était beaucoup utilisé, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Tu sais, quand on transportait beaucoup des marchandises militaires, on avait beaucoup de mules. Et ensuite, progressivement, tu as eu cette déprise agricole dans nos villages, dans nos montagnes, et ce qui fait que la mule, elle a été un petit peu délaissée. Et oui, et quand tu penses que en 1921, tu avais une population de mules et de mulets qui atteignait les 7500 individus, c'était énorme, alors que 60 ans plus tard, en 1981, la Corse compte que 500 mulets et mules. Tu te dis que ça a diminué grandement. Hein. Le Gastagno. Mais je te parlais vraiment au niveau de l'animal. Est-ce qu'il existe des traits spécifiques au mulet, comme pour le cheval corse ou l'âne corse? Des traits spécifiques, oui, parce qu'en fait, la mule corse, elle était de petit format. Elle faisait 1,20 m au garrot, hein, dans les proportions. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a introduit en Corse d'autres animaux, hein, des animaux venant d'Italie, des mules venant de France. Et donc, il y a eu un tas de croisements qui a fait des hybrides. Et on est passé de 1,20 m au garrot à 1,40 m. Bon, c'était aussi voulu parce qu'en même temps, les mules et les mulets, ils étaient un peu plus costauds, ils pouvaient porter plus de charges. Ah oui. Alors que notre petite mule corse, elle portait quand même. Hein. Mais après, ensuite, on a hybridé, ce qui fait que la race corse a progressivement disparu, mais il reste quand même quelques individus. Mais si je ne me trompe pas, le mulet, c'est bien le petit d'une jument et d'un âne, c'est ça? Eh oui. Il y a le bardeau aussi. Le bardeau, c'est l'inverse, c'est le cheval avec une ânesse. Et notre Castagne, lui, bello mulo, il est croisé. Hein. Il est croisé avec sa maman, c'était une viking d'Islande, et Usoa, Bujira Mezugorsu et du Poitou.
Ah, mais c'est pour ça qu'il est si grand. Ouais, ça fait un bel animal, robuste, intelligent. Mais du coup, dis, s'il y a une race corse de cheval qui est reconnue et une race d'âne, bah, du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une race de mulet nostrale aussi? Ben, pour l'instant, c'est pas le cas, mais si tu préfères, avec nous en Corse, on a la chance, on a la race corse, l'âne corse. On a nos petits, les ânes, on a nos petits chevals de montagne corse. Et je pense que dans les années à venir, ben, on va s'occuper pour retrouver, en fait, nos animaux, nos mules corses et nostrales. Mais bon, elles seront magnifiques, hein. On va les revoir dans la montagne, mais pas autant que Castagne, hein. Parce que Castagne est vraiment bello. Hein. Et intelligent avec ça. Allez, en route, Allez, mauvaise chop. troupe. Oh, Castagne. La mule corse était autrefois de petite taille, à l'instar du cheval ou même du cerf. Parce que le relief ici est contraignant, mais surtout parce que la végétation est pauvre. Il s'agit en réalité d'une adaptation aux dures conditions de la vie insulaire. Adaptation qui a favorisé des espèces plus résistantes et moins consommatrices de ressources. Tous ces herbivores étaient alors en concurrence avec les chèvres et les brebis, fort nombreuses, dans une île où chaque lopin de terre était exploité. La ressource était rare et précieuse. L'homme d'alors savait toutefois tirer profit de cette nature capricieuse. Le moindre rocher était avantageusement utilisé, la moindre essence exploitée à bon escient. La montagne n'avait aucun secret pour ces gens-là, qui vivaient à ses côtés au quotidien, connaissant le pouvoir de chaque herbe, chaque racine, chaque type de bois. Car la Corse a beau être un territoire réduit, elle renferme une vraie diversité de plantes, chacune ayant des vertus spécifiques. Comme ces magnifiques arbres un peu curieux que l'on trouve plus généralement dans les grandes forêts du nord de l'Europe et du Canada. Ce sont des arbres magiques, renfermant sous leur écorce un véritable trésor. Tu vois, ce qu'il y a de bien avec ces fruits, ces ailettes de l'érable du sycomore, c'est que tu peux les faire tournoyer comme un hélicoptère. Oh, j'adore, je jouais avec quand j'étais petite. Oh, ça, c'est un truc de garçon. Oh, pas que. Oh. T'as essayé un peu? Oh. Tu sais que ces hélicoptères s'appellent les samars. Et ces samars vont se détacher lorsqu'elles sont un peu plus sèches. Elles vont être emportées par le vent. Et là, elles vont trouver un terrain propice. Et à cet endroit-là va naître d'innombrables érables de sycomore. Tu sais que c'est un arbre assez rare en Corse. Et oui, on ne le trouve pas partout. On le trouve à une certaine altitude, au-delà de 1200 mètres. Et il est caractérisé par cette belle feuille d'érable que tu retrouves partout dans le monde. Alors on l'appelle l'érable du sycomore, on l'appelle aussi le faux platane ou encore l'érable de montagne. Mais en Corse, comme tu l'as dit, on ne le trouve pas partout. On le trouve principalement dans des endroits exposés, dans des endroits versant nord. Et ils aiment l'humidité et la fraîcheur, tout comme les hêtres. Et on va le retrouver aussi accompagné de certains arbres comme les sorbiers des oiseleurs. Alors en Corse, il n'a pas été vraiment exploité, si ce n'est que les bergers l'ont utilisé lorsqu'ils avaient froid dans leur bergerie. Ils s'en servaient comme un bois de chauffage. Ah oui. Eh oui. Alors que dans d'autres régions d'Europe et de France, on l'utilisait en ébénisterie. On faisait des confectionnait des manches de pioche ou des bas pour les animaux ou encore des meubles. Mais les Corses, eux, préféraient utiliser le hêtre ou le châtaignier. Et ils sont très beaux, hein. Devant, je vais la mettre dans l'herbier. Et puis cet érable procure une fraîcheur exceptionnelle, on va dire. C'est vrai. Mais on pourrait faire du sirop d'érable avec. Encore faut-il savoir le faire. Oh bah tu sais, c'est pas bien compliqué.
Ah bon? Il faut attendre déjà la fin de l'hiver. Et la venue des premières fleurs et des bourgeons, en fait, trahit la montée de la sève. Et c'est là que l'arbre donne son plus grand rendement. Ensuite, on choisit un bel arbre, bien robuste, bien costaud. Là, on insère une petite tarière. On fait un trou. On s'arrange pour mettre un petit tube ou quelque chose. Et ensuite, on accroche un récipient. Et là, on attend que l'eau s'écoule. De l'eau. Et alors, elle est bonne, cette eau. Bon, elle a un goût assez spécial, mais bon, elle est pleine de minéraux. Il paraît qu'elle est très bonne pour la santé. Alors, il doit y avoir du fer. Je pense qu'il doit avoir du fer, oui. Ouais. Ou du potassium, Probablement aussi. du calcium, du zinc. Bon, enfin, il y a certainement tout ça. Wow. Et ensuite, tu récoltes donc cette eau dans le récipient. Tu la mets dans une casserole, une marmite, tu la portes à ébullition. Et là, tu attends l'évaporation. Et à la fin de ça, tu as une espèce de liquide sirupeux. Et c'est le sirop d'érable, tout simplement. Comme quoi, les montagnes reculées recèlent pas mal de richesses qui ne sont pas encore exploitées. Karine, bien. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer comment tu fabriques le sirop d'érable? Il faut déjà attendre la fin de... Viens, doucement. Quoi? Il faut que tu m'expliques point par point comment on réalise ce sirop si délicieux du sirop d'érable. Bon, il faut attendre la fin de l'hiver. Tu sais, juste avant le printemps, c'est là où la sève monte dans l'arbre. Là, on choisit un bel arbre, bien robuste, bien comme il faut, et on met la tarière. Tu sais, la petite manivelle, on fait un trou dans le tronc. Et là, on attend, on met le tube, et tu as l'eau qui s'écoule. Alors on est riche. Mais riche de quoi? On va pouvoir vendre des sucettes. Des sucettes à l'érable? Quoi? Mais le problème, c'est qu'il faut de la glace. On n'a qu'à les mettre dans la neige. Mais non, c'est pas possible, parce que la récolte de la sève, c'est au printemps. Ah ouais, d'accord. On les monte là-haut dans les névés du Quinte. Ah. Des sucettes. Allez, continue. Mais ça fait quand même loin de les monter dans les névés. On les monte, là, elles sont très belles, et après on les revend de partout. Dans le Falazorme, un peu partout, là. C'est le top. Bon, mon cher Paul, il faut avouer quelque chose. L'érable sycomore que l'on trouve dans les montagnes corses ne possède pas la même sève que l'érable à sucre des forêts canadiennes. Et les anciens l'utilisaient plutôt pour la qualité remarquable de son bois, dur, homogène, à la magnifique robe couleur miel. Cela dit, c'est un très bel arbre, digne de figurer en bonne position dans n'importe quel herbier de Corse qui se respecte. D'ailleurs, en parlant d'herbier, je trouve que vous avez tous deux un petit air d'explorateur. Si, de ces explorateurs qui venaient jadis dans ces montagnes collecter toutes sortes de plantes. C'est que la Corse fut durant des décennies un véritable terrain de jeu pour les passionnés de botanique, comme Louis-Joseph Auguste Comines de Marcilly, John Isaac Briquet ou encore le fameux René de Litardière, qui donna son nom à de nombreux taxons insulaires. Tous venaient dans cette île paradisiaque, réputée sauvage, pour découvrir quelques espèces inconnues, quelques composants mystérieux d'un monde originel encore préservé. Les montagnes corses leur paraissaient alors tout aussi exotiques que les forêts de l'Amazonie ou de l'Afrique équatoriale, sorte de monde oublié que l'homme n'avait pas encore corrompu ou réformé à coups de modernité. Non, loin des routes et des chemins de fer, ces vallées insulaires, étriquées voire confidentielles, semblaient toutes des mondes étranges, épargnés par l'homme depuis la nuit des temps. C'étaient des terres d'aventure que la science n'avait pas encore traversées. Les jardins primitifs d'un monde innocent, presque divin.
Hello. Il est là. Le Lilium bulbiferum. Le lys lustrale arancino. On a de la chance, hein. Mais elle est belle, ouais. Ouh, quelle jolie fleur. Tu sais que c'est la plus grande fleur de Corse, elle est très rare. Je suis très contente qu'on l'ait trouvée. Regarde bien comme elle est faite. Elle a une grande tige avec plein de feuilles bien vertes. Une grosse fleur. Et parfois, elle a plusieurs fleurs jusqu'à 11. T'imagines comme ça doit être joli? 11 pétales. Et tu comptes pas la mettre dans ton herbier, j'espère, hein. Attention. Bien sûr que non. Ouh là, il y en a une encore plus jolie. Ah, comme elle est belle. Et il y en a une autre. Et encore une autre. Là, j'ai trouvé toute une pépinière. Mais de toute façon, c'est interdit de l'accueillir, c'est une espèce protégée. Par contre, je vais la dessiner et je vais même la prendre en photo. Ouais, tu devrais me prendre une belle photo avec cette belle et magnifique fleur orange. Regarde les contrastes. D'ailleurs, ce serait bien dommage de l'arracher parce que je suis sûre qu'elle ne pousserait pas ailleurs. Eh oui. Et en plus, elle pousse qu'en montagne, hein, et dans des lieux très précis, hein. Parfois près des cours d'eau, des torrents, et sinon on va se poser sur les versants nord. C'est vraiment une très très belle fleur. Et c'est pour cette grande beauté qu'elle ornait jadis les armoiries des rois de France. Tu sais, le fameux drapeau du royaume de France sous la Renaissance. Eh bien, il était bleu azur et il y avait 3 belles fleurs de lys dorées dessus. Tu me parles des armoiries et des blasons. Et tu sais que nous, les polis, en bon vieux toscan, nous avions sur nos blasons la fleur de lys. Ça m'aurait étonné, tiens. Et puis c'est Charlemagne qui a donné à la fleur de lys toute son importance symbolique dans le royaume des Francs. Et ensuite, ce sont les monarques qui se sont succédés, qui ont adopté cette fleur dans les armoiries de la royauté française. C'est vrai que Charlemagne était fasciné par les empereurs romains. Et il s'est sans doute souvenu que ce lys était une fleur impériale qui ornait tout ce qui concernait les empereurs, aussi bien les trônes que les spectres. Tu sais qu'avant les années 1200, eh bien, les robes des rois étaient toutes décorées d'étoiles et de constellations. C'était une sorte de ciel cosmique qui renvoyait aux origines du monde et au pouvoir céleste. Et c'est après 1200, en fait sous le règne de Philippe II Auguste, que ces étoiles ont été remplacées par des lys dorés, aussi bien sur les bannières des rois de France que sur leurs tuniques. La fameuse bannière aux 3 fleurs de lys. Eh oui, 3. Bon, à l'origine, il y en avait plus. Et c'est, je crois, au XVe siècle qu'elle a été diminuée à 3 en l'honneur de la Sainte Trinité. Par contre, les robes des rois de France ont été ornées de fleurs de lys dorées jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à Louis XVI et même Charles X. C'était très beau. Tiens, je vais la prendre en photo. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais vu dans un musée un tableau qui représentait Louis XIV avec un long manteau bleu parsemé de fleurs de lys d'or. Oh, c'était magnifique. Ça ne devait pas être pratique du tout pour se déplacer. Ça non. Et puis il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est que dans le blason familial, eh bien, il n'y avait pas n'importe quel lys. Il y avait le Viorenustral, le lys local. Et malheureusement, il a disparu. Carezza. Ce que je retiendrai surtout, les amis, c'est l'étrangeté de cette grande fleur orange au milieu de ce paysage de gris et de vert, comme une pointe de douce fantaisie dans un décor de roches abruptes et de forêts enchevêtrées, une petite touche d'excentricité
dans un monde à la beauté austère. Lorsqu'on pénètre au plus profond des hauts massifs insulaires, on emprunte des chemins toujours incroyables, à l'image de ces corridors qui entaillent la montagne, semblables au fil tortueux d'une lame ébréchée. Ce sont de véritables sillons très encaissés, si impressionnants de verticalité que tout visiteur hésiterait à s'y engouffrer. Ce sont des chemins de passage, d'anciennes voies de transhumance que les bergers parcouraient avec leurs animaux pour relier la plaine aux alpages secrets des hautes cimes. Ils symbolisent alors un monde de transition entre littoral et montagne, un univers sinueux, semé d'embûches et d'obstacles, qui n'est pas sans évoquer les chemins de la vie avec leurs accidents de parcours et leur dose d'inconnu. Oui, pour les bergers des temps anciens, ces voies de passage étaient avant tout des voies de vie, indispensables à l'économie pastorale et rurale de cette île montagneuse. Ils les chérissaient en tant que piliers de leur monde, bâtissant pierre après pierre chaque arpent de ces routes majestueuses qui domptent la montagne et dont la pérennité des villages dépendait. Rendez-vous compte, les amis, du travail titanesque que la construction de ces chemins a dû nécessiter. C'est tout simplement prodigieux. Regarde, là, on a une vue imprenable sur le sentier. Tu vois, on est parti d'en bas, on a remonté, on a tout le tracé jusqu'au premier lacet, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. T'imagines ce chemin très étroit là, qui longe le Golo, c'est quand même exceptionnel. Hein. Et là, les dalles. Ces pierres, elles ont été posées une par une, tu te rends compte? Ouais, c'est un travail impressionnant. Eh oui. Et là, tu as des marches, et une, et deux, et trois. Et 4, et une autre un peu plus haute. Hein. Tous ces escaliers, d'où le nom de la Scala. Ah oui. Et ce chemin, c'était le vieux chemin de transhumance qu'empruntaient les bergers qui partaient de la plaine, qui remontaient le long du Golo pour arriver en fait sur les prairies d'altitude hein, pour faire paître leurs bêtes au Niolo. Je les imagine hein, à l'époque, carques, chargés comme des mules, avec des gros souliers, des pantalons en velours. Ils luttaient contre la chaleur, alors qu'aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus légers. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un très joli chemin. Taillé à flanc de montagne dans le granit rouge. C'est une voie très impressionnante. Et je dirais même une voie royale. Ouais, pour être royale, elle est vraiment royale. Eh oh. Allez, viens. Folle est la délicatesse. Ouais, c'est une magagne. Hein, oh. Oh, oui. Ça se perd les magagnes sur nos chemins. Hein. Et on peut un peu rigoler. Hein. Rigole un peu. Hein. Ah. Viens voir. T'es. Ouh, ça me plaît. Hein. Où tu comptes aller là? Il faut se mettre en danger de temps en temps. Oh. Ouh. Allez, tiens. Tu risques rien. Oui. Hop. Voilà, ici avec moi. Oh, En plus, beau. tu es en toute sécurité. Et regarde, toi tu parlais de cette montagne, qu'elle était royale. Et moi je dirais même plutôt divine, parce que c'est la reine, c'est la Sainte Vierge qui a façonné toute cette montagne et ses gorges. Oui, tu ne crois pas si bien dire. Bon, ça s'est passé évidemment il y a très très longtemps. Saint-Martin, il était alors berger dans le Niolo et il avait entendu la complainte du jeune laboureur, Pedro Maria. Le pauvre, il s'était fait tomber un énorme rocher sur la jambe et il ne pouvait plus labourer.
Alors évidemment, Saint-Martin, tu le connais, très gentil, il lui a proposé son aide et il s'est mis à labourer pour lui. Seulement, à un moment donné, il y a le diable qui est arrivé. Il était dans une colère folle parce qu'en fait, il était en affaire avec le jeune laboureur et c'est lui qui lui avait fait tomber le rocher sur la jambe. Alors il a vu que Saint-Martin l'aidait, il a attrapé la charrue, il lui a arraché des mains et il a jeté très fort contre la montagne qui a littéralement explosé. Et puis il est parti, en laissant la montagne fendue en deux, encombrée d'énormes blocs un peu partout. Et Saint-Martin, quand il a vu ce désastre, il s'est mis à prier très fort la Vierge Marie. Et miraculeusement, elle est apparue. Et elle a rangé tous les blocs de part et d'autre, en formant ainsi ce gigantesque défilé. Elle est bien belle cette histoire, hein. Je l'avais déjà entendue, hein. Mais la question demeure. Quel était le pacte entre ce pauvre laboureur et le diable? Je sais rien. L'octroi d'une terre cultivable dans ces lieux. Bon alors peut-être, je sais pas moi, la richesse ou le pouvoir sur le monde. Ah, bien mieux. Devenir le chef du village, encore et encore. Ah, ou peut-être bien l'amour. L'amour avec le diable, très mauvais. Bon, pourquoi? Parce que tu peux tomber sur n'importe qui. Et comme on dit, là où l'amour se pose, les crottes de biquette sont des roses. Je vois où tu veux en venir. Il n'y a pas que la beauté dans la vie. Ouais. On dit aussi la belle passe, mais la bête reste. En tous les cas, ce pauvre laboureur aurait mieux fait de prier la Sainte Vierge plutôt que d'aller pactiser avec Satanas. Dans son cas, oui. Et tu imagines sur ce chemin, bon, si on tombe sur la Sainte Vierge, ça va. Mais si on tombe sur le diable, on fait comment? Quoi? Tu prends par la chemise, comme ça. Bon, tiens. Et imagine-toi qu'il nous fasse débouler toutes les rochers sur notre tête. Eh bien, ultime solution, scrapi, tu cours. C'est vrai que la Sainte Vierge a bien œuvré dans ce beau canyon. Peut-être un peu aidée par la dernière glaciation en réalité. Car si la formation même de ce relief est très ancienne, la Corse des derniers millénaires a connu, elle aussi, une phase glaciaire bien marquée dans les hauts massifs de l'île. Toutes les cimes étaient alors ennoyées par un immense glacier qui couvrait le centre de l'île. Et lors de la fonte de ces glaces, il y a 14 000 ans, ce sont de véritables fleuves qui se sont déversés dans ces vallées profondes, entraînant avec eux, vers la mer, des blocs erratiques qui obstruaient les ravines et creusant davantage toutes ces gorges et ces défilés. Les sommets, enfin libérés, mais meurtris par des millénaires de glace, ont alors subi une érosion nouvelle, liée à la pluie et au vent, façonnant peu à peu ce paysage tout tailladé où les rochers s'apparentent à des sculptures, épousant des formes étonnantes. Le résultat est tout simplement fabuleux. Le décor est fantastique. Eh oui! C'est quand même impressionnant, hein, parce qu'on pense que ces longs canyons ont été creusés par les torrents qui dévalent les hauts sommets, les sommets du Cinto, tu vois, qui arrivent ici, qui passent et qui vont vers la dépression centrale du Cortenay. C'est fou. Et ces torrents ont convergé sur des failles, le long des failles comme ça. C'est des failles qui ont été mises en place lors de l'épisode titanesque qui a conduit à la séparation de la Corse à la Provence et aussi à la dérive de toutes ces îles de Méditerranée. Et là, ces montagnes se sont plissées comme des vagues, avec des arêtes, des aiguilles et aussi des creux. Et ce long canyon est l'un de ces creux. Et en même temps, ce passage, c'est magique quand même. Tu vois que ça passe devant ce chaos de roches nues, au milieu de ces murailles de roches rouges, et ça va en fait bloquer l'horizon. En fait, il n'y a pas de perspective, et ça fait un décor qui est quand même majestueux, gigantesque.
mais qui fait un petit peu peur, hein. Surtout dans le défilé, lorsque vient la tombée de la nuit. Bien, tu vois, moi, je trouve que cet endroit, c'est à la fois une porte et un verrou. Et tu vois, j'imagine assez les armées d'antan, bon, évidemment, bien préparées, hein, mais tu vois, pouvoir facilement les défendre avec juste quelques fusils, mais bien disposés. Sachant que la route du bas n'existait pas. Il existait, pour ainsi dire, qu'un unique chemin, celui-ci que nous empruntons, de la Scala des Antardines. Tu te rends compte le travail qui avait été effectué là. Rien que la taille des murs de soutènement. Là, tu as des murs entre 5 à 10 mètres de hauteur et tout pavé, hein. Donc tu imagines bien le travail qui a pu être réalisé pour faire ce magnifique sentier. C'est vrai. Et je te parlais des armées d'autrefois. Tu sais qu'au XVe siècle, la Corse était sous la domination de l'Office de Saint-Georges. Eh oui. Parce que les Génois n'arrivaient absolument pas à maintenir la paix dans l'île et il fallait qu'ils trouvent absolument une solution pour maintenir des troupes pour lutter contre tous les petits seigneurs rebelles. Et du coup, ils ont eu l'idée, en fait, de céder la Corse à une sorte de fonds d'investissement qui était l'Office de Saint-Georges. Eh oui. L'Office de Saint-Georges. Et c'est malheureusement ces guerres qui ont débuté, on va dire, au XIVe siècle, entre les seigneurs corses et la République de Gênes. Et c'est vrai que les Génois n'avaient pas toujours la victoire, puisque les Corses, de temps en temps, remportaient quelques batailles. Mais quand les Génois s'énervaient un petit peu, il fallait s'exilier. Donc certains seigneurs corses sont partis en exil, en Sicile, à Naples, par exemple, ou en Aragon. Ça, c'est l'histoire aussi de Vicentello d'Istria, ainsi que son père, auparavant, qui part en exil pour revenir ensuite en Corse. Et tu as aussi Rinuccio della Rocca, qui a dû partir de nouveau et ensuite revenir en Corse pour récupérer son fief de Chinarque. Et d'ailleurs, ces seigneurs chinarquaises y ont bien souvent fait appel aux troupes aragonaises pour les aider. Oui. Et ils recrutaient aussi des soldats au sein même des populations. Et d'ailleurs, ce Niolu, qui a toujours été une terre très reculée, très rustique, eh bien, elle a fourni des hommes à ces seigneurs qui étaient en lutte contre Gênes. Et d'ailleurs, lors de la dernière offensive de l'Office de Saint-Georges, commandée par le grand capitaine Doria, eh bien, les Génois sont montés jusque dans le Niolu pour châtier les rebelles. Ils sont passés par là. Je sais. Et les pauvres Corses ont essayé de riposter avec les quelques arquebuses qu'ils avaient, mais les Génois étaient trop nombreux et les Corses pas suffisamment armés. Donc ils ont dû remonter, se retrancher dans leur village, ce qui a permis aux Génois de pénétrer à l'intérieur des terres. Et ils ont rasé tous les villages qu'ils rencontraient en chemin. Ouais. Alors bon, les Corses ont bien essayé d'envoyer des représentants pour discuter avec Doria, mais ils voulaient rien entendre. Il n'avait vraiment pas confiance en eux. Ouais, ça n'a pas marché. Du coup, ils ont exigé à ce que tout le monde quitte les villages. Et les chroniqueurs, d'ailleurs, racontent qu'il y avait des files et des files d'hommes, de femmes et d'enfants qui quittaient le Niolu avec la larme à l'œil vers un exil inconnu. Et la plupart d'entre eux, en plus, étaient très pauvres. Ils n'avaient même pas de terre à cultiver. Alors, il y en a qui sont partis du côté de la plaine. Et il y en a d'autres qui sont allés carrément jusqu'en Sardaigne pour demander l'asile aux Aragonais. Et les Génois, une fois que le dernier Niolin a quitté la région, ils sont montés avec une grosse troupe et ils ont carrément tout rasé. Les hameaux, les villages, les églises, il n'y avait absolument plus rien. Et aucun habitant n'a été autorisé à remonter dans la région pendant des décennies. Et c'est qu'à partir du XVIe siècle que petit à petit, on a commencé à reconstruire les villages. Ouais, c'est bien triste cette histoire. Bon, c'était une triste période. Ouais. Il valait être mieux un Génois, peut-être. Ouais, tu pourrais les faire mieux, ces montagnes. Moi, j'aime bien cet endroit parce qu'on voit bien la perspective. Tu vois l'enfilade? Ouais. Avec le chemin qui serpente. Ouais, c'est joli. Fait. Ah. C'est vrai que ce magnifique sentier qui serpente dans la montagne semble presque bucolique lorsque le temps est clément et que le soleil brille. Mais sous cette apparence sereine se cachent en réalité bien des drames. Karine nous a conté l'exil des Niolins, exemple frappant parce qu'impliquant des milliers d'hommes et de femmes, mais les routes mêmes de la transhumance étaient jalonnées de petits drames familiaux, d'animaux ou d'hommes qui se blessaient ou chutaient dans l'abîme, de convois pris dans la tourmente des orages. D'ailleurs, les bergers qui peuplaient le Niolu au XVIIIe et XIXe siècle ne s'aventuraient jamais sur ces routes escarpées,
sans s'être acquittés de rites protecteurs. Ils vénéraient Saint Martin, bien sûr, mais aussi Saint Pancrace et Saint Antoine, tous trois révérés en Corse comme saint patron des bergers. Et aucun d'eux ne se risquait sur ces sentiers avant le 13 juin, fête de Saint Antoine, car cela aurait été considéré comme une terrible offense envers ce saint homme. On racontait d'ailleurs, lors des veillées ou des cérémonies, bien des histoires horribles survenues à des bergers ignorants du rituel, et dont la traversée de cette Scala Santa Regina s'était avérée fatale. Oui, les bergers d'antan ne s'aventuraient jamais seuls dans ces montagnes, emportant avec eux toutes sortes d'objets bénis et de pratiques cultuelles censées les protéger des aléas de la route. Il ne manquait pas non plus de s'adresser à la Sainte Vierge, qui veille sur l'île depuis toujours, ou à Saint Christophe, patron des voyageurs, pour que leur route soit bénie. Et comme les lieux de culte sont plutôt rares sur ces sentiers isolés, ils emportaient avec eux une amulette ou une médaille à l'effigie de ces saints protecteurs, afin de toujours honorer leur mémoire et les aider à accomplir leurs rites secrets. Il serait temps de s'adresser aux dieux afin de voir si un danger potentiel nous guette. Et tu crois que les dieux vont te répondre? Évidemment. J'ai tout préparé. Hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu dégoûtant, non? Mais non, je l'ai bien nettoyé. Je l'ai fait bouillir durant 4 heures. Et ensuite, minutieusement, j'ai enlevé les bouts de chair qui restaient dans l'omoplate. Et comme ça sent plus la charogne, ça sent bon. Oui. Et tu sais que l'ostéomancie est une vieille pratique de divination qui était utilisée jadis durant la Grèce antique. C'était les devins qui regardaient dans des omoplates, dans des os d'animaux sacrifiés, et bien ils pouvaient lire l'avenir. On prenait récupérer des épaules, tu vois, omoplates, clavicules, ou même des péronés parfois, ou des palerons de phoques dans certaines régions du monde. Et en Corse, bien sûr, eh bien, ton ami d'ailleurs, Giovanni della Grosse, stipule bien dans un écrit qu'à l'époque du Moyen-Âge, au XVe siècle, eh bien, on pratiquait l'ostéomancie. Ouais, c'est vrai qu'en Corse, on pratiquait la divination. Il y a d'autres peuples en Méditerranée qui pratiquaient l'ostéomancie. Mais bon, ça, c'était quand même au Moyen-Âge. Bah si, depuis, on a inventé la science. Oui, mais la science, ma chère, ne résout pas tout. C'est dans les os qu'on lit le mieux l'avenir. Eh oui, les signes ne trompent pas. Eh bien, on prenait les os, on les nettoyait, comme je l'ai fait, on enlevait la chair pour que l'omoplate soit transparente, quasi transparente. Et c'est par transparence que le devin, ou spaliste, ou en Corse, eh bien, que lui voyait les signes, les différents signes qui composaient cette structure osseuse. Et oui, parce qu'il faut savoir que, aussi même que lorsqu'on pose cet os sur le feu, on le retire directement, et là, on voit tous les signes. On lit bien l'avenir. Et sur cet os, il y a 2 côtés, 2 faces. Et sur ces 2 faces, eh bien, on a les futures destinées des bergers qui ont possédé l'animal en question. Ça peut être la future vie, on va dire, sociale du berger ou de sa famille, future vie économique ou probablement la future vie amoureuse. Et moi, je vais m'affairer à lire les signes et voir de nouveaux présages. Et donc ça, c'était ta brebis. Eh oui. Et là, qu'est-ce que ça dit? Pour toi, rien. Après tout, c'est normal parce que c'est ma brebis. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça dit? Là, je vois bien les signes. Une rencontre va venir vers moi. Oh. Je vais rencontrer au travers de la Scala, probablement, ou d'un autre chemin de notre île, un être prodigieux,
dévouée et d'une grande douceur, avec l'esprit libre. Oh là là. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être l'amour de ta vie, qui sait. Les signes ne se trompent jamais, ma chère. Je vais rencontrer une très belle âme. C'est écrit, ça concerne ma vie, l'amour au détour d'un chemin. Ça m'a l'air très vieux, tout ça. Ah, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Qui sait? Tu croiseras peut-être la route d'une fille de la montagne, mon cher Paul. À moins qu'il ne s'agisse que d'une métaphore. Après tout, ces terres du Niolo sont comme une belle fille enivrante qu'il faut savoir conquérir. Une fille un peu rebelle ou sauvageonne, à l'esprit façonné par ces grands espaces de liberté. Oui, mon cher Paul, ces terres du Niolo sont tout aussi exaltantes ou étourdissantes que les plus belles des filles, avec leur beauté grisante à l'ombre du Cinto, le véritable cœur de l'île, avec leur parfum puissant et suave à la fois, où se mêlent les fragrances du maquis et le fumet des vieilles pierres, avec leur esprit libertaire aussi, totalement réfractaire à l'emprise des hommes. Oui, Paul, ces terres-là respirent une immense joie, tout le bonheur qu'éprouvaient les bergers d'antan lorsqu'ils se réunissaient dans ces montagnes pour célébrer l'été. Tout est pénible. Tout ça pour rien. On a traversé la Scala et j'ai pas trouvé mon grand amour. Bah, tu sais, en même temps, suivre des signes pareils, c'était pas évident. Et puis ton omoplate de mouton, je trouve qu'elle avait l'air un peu vieillotte. Bah, en tout cas, la Spale, elle m'a fait réfléchir. Je vais te raconter une histoire. Ça reste entre toi et moi. Tu sais, parfois, je rencontre des personnes et je me pose. Et puis je suis bien. Hein. Et pourtant, j'entends une voix qui m'appelle. Paul, Paul. Et cette voix, c'est la nature. Alors je suis cette voix tel un pèlerin, en traversant l'école, en passant par les picasseries, en montant sur les cimes, en traversant les forêts de pins, de châtaigniers, jusqu'aux prairies d'altitude. En rencontrant des animaux aussi. Certes. Et puis toute la végétation, les fleurs, les arbres. Mais tu vois, je trouve que c'est une très bonne philosophie. Parce qu'après tout, dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc, se contenter de ce qu'on a, je trouve ça très bien. Oui. Eh oui, je pense que j'ai trouvé le bonheur. Je vais te dire même mieux. Mon grand amour, c'est la liberté. Allez, on y va. Mais on va où? On va suivre ma voie. Elle nous dit qu'il faut traverser le massif du Cinto. Tu es vraiment sûr de cette voie, Paul? Bien sûr, elle est ancrée dans ma tête. Et à chaque fois, c'est elle qui nous conduit vers de formidables aventures, voyons. Ça, c'est bien vrai, ça. Et voilà, Paul, tu as trouvé ta voie. Oui, cette fille incroyable, à la fois belle et enthousiaste, enivrante et sans contrainte, c'est la liberté, bien sûr. La seule vraie liberté d'aller et de venir, sans attache, et de partir à la découverte du monde sans regret. C'est d'ailleurs un peu la philosophie des bergers et des muletiers d'autrefois, qui cheminaient sur ces chemins escarpés, croquant la vie à pleines dents, sans peur du lendemain.
Mais tu sais, Paul, le sentier peut être aussi métaphore. Il est alors la route que l'on emprunte pour mieux se connaître soi-même, à travers l'effort et le dépaysement. Il est le chemin de la vie. Il est celui de l'âme. Et de m'avouer que dans ces montagnes propices à l'élévation, les tourments du pèlerin, les pieds ensanglantés sur les sentiers de rocailles, ne sont que la partie terrestre du voyage de son âme vers la transcendance divine. Oui, Paul, qu'importe la souffrance de la marche et la peine que l'on endure, si le but est de libérer son âme des contraintes matérielles de la vie, pour plus d'absolu, de beauté intérieure, d'amour infini.